Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée à chaque étape de leur projet passionnant et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses partout en France grâce à différents programmes d'accélération tels que le WHY, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font de BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, acteurs et actrices du changement, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de les compter parmi les sponsors de Réel. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à l'invité de la semaine. Ludovic, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te recevoir. J'ai entendu parler de toi sur plein de podcasts que je connais et que tu connais forcément aussi. Je t'ai vu à la télé. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu t'exprimes, ce que tu as lancé, à savoir Chance, dont tu vas nous parler. Effectivement, je trouve que la France avait bien besoin, même si je sais que c'était une entreprise qui n'était pas basée en France au démarrage, mais je pense que tu as eu une très bonne idée. Et tu vas donc nous parler de Chance. Mais avant tout, est-ce que je peux te demander de te présenter autant d'un point de vue perso que pro ? Merci Estelle, merci de ton invitation et merci beaucoup de ton intérêt pour tout ce qu'on fait avec toute l'équipe et toute la communauté Chance. Oui. Ravi d'être là du coup pour échanger. J'espère que je vais être à la hauteur de tes attentes. Il n'y a pas de raison. Pour me présenter rapidement, donc Ludovic, j'ai 35 ans. Mm-hmm. Ouais, ça y est. Tu réfléchis pour répondre. Mais j'avoue qu'au bout de moi, perso, à 35 ans, j'ai commencé à me dire, attends, j'ai 35 ou 36, je sais plus. C'est très récent, c'est pour ça. Et je viens du nord de la France, de Picardie, et ma maman, mon papa est français, ma mère est égyptienne, sa famille est italienne libanaise. Mais j'ai grandi moi-même en France jusqu'à la fin de mes études. Et puis de là, je suis parti pendant 8 ans vivre en Argentine, puis aux Émirats, puis aux États-Unis, puis au Brésil, et je suis revenu en France. Magnifique, incroyable. Donc le parcours. Initialement, j'ai cru comprendre que tu avais une vocation entrepreneuriale, mais qu'est-ce qui a fait que tu as créé Chance ? Le premier truc, le truc qui était important, que j'avais identifié dès mon adolescence, c'est que je voulais faire un truc utile pour les autres, et en particulier pour les gens qui n'avaient pas eu les mêmes chances que moi. Et j'ai grandi à Beauvais, et je me suis rendu compte dès mon adolescence, j'étais fils d'entrepreneur et de prof, et je me suis rendu compte que mon parcours, alors qu'à 10 ans, on était tous les mêmes, petit à petit, nos parcours commençaient à diverger et étaient très influencés par notre background familial et social, à quelques exceptions près. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est complètement injuste, et que je me suis intéressé en fait au thème de la justice sociale, sans savoir que ça s'appelait la justice sociale. Et je me suis dit, en fait, quand je serai grand, je voudrais essayer que mon job servent les personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances pour essayer de rééquilibrer cette injustice. Et c'est comme ça qu'ensuite je suis allé étudier l'entrepreneuriat social et que petit à petit ça a construit ce qui est devenu Chance aujourd'hui. T'as pas eu de modèle, comment dirais-je, t'as eu des sources d'inspiration sur ce qui est Chance aujourd'hui ? Oui. Ouais, en particulier une personne qui a été très très importante pour moi et pour Chance, c'est Mohamed Younous, évidemment. Ouais.
que tu as rencontré effectivement. Alors j'ai beaucoup aimé l'anecdote parce que j'ai écouté la manière dont tu l'as rencontré. C'est-à-dire que tu as eu pas mal de culot, ou en tout cas tu t'es lancé parce que tu étais à une conférence, je crois, où il était présent, et tu as pu pitcher ton projet en fait. C'est ça. C'était, en fait, c'est en 2014. Donc, j'avais précédemment fait beaucoup de recrutements un peu partout en Asie, au Moyen-Orient. Et je me rendais compte en conduisant les entretiens que, tu vois, tu checkes les compétences techniques du candidat ou de la candidate. C'est pas le plus difficile. Et ensuite, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que la personne va aller avec son cœur, en fait. Et quand je demandais aux gens pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, 95% des gens savaient pas. Et donc, moi, on me demandait, du haut de mes 26 ans, de mettre la petite croix oui, non. Mais en fait, si la personne ne sait pas ce qui va l'engager, comment est-ce que tu fais, toi, en tant que recruteur, pour savoir? Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir au thème de, en fait, la majorité des gens passent la majorité de leur temps éveillés à travailler, mais il y a une réflexion extrêmement superficielle sur quelle est ma place dans cette société. Qui suis-je? Quelle est ma place? Pourquoi faire ça plutôt qu'autre chose? Et qu'en fait, on était, généralement, je me mettais dedans, hyper passif par rapport au choix de l'allocation de notre temps et de ces 80 000 heures, tu vois, 1000 heures. Et c'est comme ça que l'idée de chance petit à petit est arrivée. Et Younous était mon idole parce que c'est l'entrepreneur social iconique, en créant la Grameen Bank, en permettant à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, exactement le microcrédit avec la Grameen Bank au Bangladesh. Et il avait conceptualisé la notion de social business en disant ce sont des entreprises mais dont la finalité est la maximisation de l'impact social. Ça me parlait énormément en disant il y a des ONG, il y a du business traditionnel, mais ce modèle de social business c'est intéressant. Et donc, je suis parti avec un petit groupe de 8 Françaises, si je dis pas de bêtises, Françaises, au Bangladesh pour aller étudier les différents modèles de social business qu'il avait développés au Bangladesh. Donc, la Grameen Bank évidemment, mais aussi la joint venture avec Danone, avec Veolia, avec BASF, etc. Et puis, au bout de ces 2 semaines d'études, il y avait la journée mondiale du social business, qui sont 2000 personnes qui viennent du monde entier. Et la veille, Younous avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala dans un hôtel. Et tu vois, je n'étais pas tout à fait invité, mais quand même trouvé le moyen pour entrer. Et généralement, dans le monde du social, les gens sont pas particulièrement fringués. Donc, j'arrive avec une chemise en jean et un pantalon vert. Les gens dans la salle, les femmes avaient de longues robes, les hommes avaient des vestes super chic, etc. Je me dis, Ludo, t'es complètement à côté de la plaque. Et j'avais 30 ans de moins que la moyenne des gens. Mais impossible. T'es déjà allé au Bangladesh? Non. Ou en Inde, peut-être? Non. Où le trafic est tel que tu t'oublies, quoi. Le fait d'aller chercher une veste à l'hôtel. C'est sûr. Et donc, je reste là et je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail. Bonsoir, monsieur, vous venez d'où? Il dit, je viens du Kazakhstan. Je dis, ah, bah, génial, moi, je viens de France et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan? Il dit, je suis le ministre de l'économie. Ah, bah, génial, moi, je suis Ludo, je suis ministre de rien du tout. Et t'avais comme ça des gens, des gouvernements, Nations Unies, grandes entreprises, grandes fondations. Et puis, finalement, Younous arrive. C'était la première fois que je voyais mon idole. Donc, j'étais comme un gosse qui voit le Père Noël. Tout le monde va s'asseoir aux tables. Je vais m'asseoir au fond. Et puis, il nous fait un speech super charismatique. Tu vois un peu la façon dont il parle de 20 minutes. À l'issue de quoi, il nous dit, écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives. Or, la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Donc, il demande à ses collaborateurs, collaboratrices, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain, qui est la raison pour laquelle tout le monde était là, cette grande conférence. Et comme personne bougeait, je me suis dit, Ludo, c'est pour toi. Et je me suis levé du fond avec ma chemise en jean et mon fût de verre et je me suis mis à courir entre les tables de gala pour arriver en bas de la scène. Et là, Younous, qui est normalement quelqu'un de très souriant, ouvre deux grands yeux en disant, c'est qui ce petit jeune là qui débarque? Et je vois au deuxième rang Emmanuel Faber, qui était pas encore le patron de Danone, mais était déjà une figure en France de la réflexion de comment est-ce que l'économie peut avoir un impact positif sur la société. Et donc là, c'était les 5 secondes les plus longues de ma vie. Je monte tout doucement les marches, en réfléchissant, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire. Et puis j'arrive à côté de Younous, j'avais pas l'air méchant, donc il me prête le micro. Et donc je leur dis, bonsoir à tous, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 27 ans. Et si je suis au Bangladesh ce soir, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et je laisse une pause, que dans la salle, ils avaient tous écrit 2-3 bouquins chacun, donc c'est pour moi celui-là. Je dis Emmanuel Faber, et ensuite je pitch l'idée de Chance, qui s'appelait pas Chance, qui était juste une idée, en 15 minutes. Donc quasiment la durée du discours de Younous, tu vois. C'est incroyable. Et tu vois que j'ai pas tout à fait gagné en esprit de synthèse depuis lors. Non, mais surtout que les gens t'aient laissé parler pendant 15 minutes. Enfin, tu vois, je trouve que c'est fou. Et ce genre de liberté. C'était une opportunité incroyable.
Et en plus, le public écoutait. Ouais. C'était chouette. Je me disais, c'est qui ce petit jeune? T'avais pas l'habitude de voir des jeunes dans le coin plutôt. Ça devait être rafraîchissant, ceci dit. J'espère. Et puis voilà comment. Et donc Younous me laisse parler. Et puis à la fin, il me prend dans les bras en disant, vous voyez, c'est exactement ça ma vision du social business. Il y a des millions de personnes vulnérables économiquement qui en fait tournent dans leur roue comme des hamsters toute leur vie, sans trouver quelle est leur place. Et donc sans pouvoir sortir de leurs conditions. Et donc, en combinant le pouvoir de la psychologie et de la technologie, on peut permettre à grande échelle et d'une manière financièrement indépendante, c'est ça la logique du social business, donc sans dépendre de philanthropie, aider toutes ces personnes à identifier leur place, qui est aussi dans l'intérêt des entreprises, et avoir un impact à une échelle mondiale. Et donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aider Ludovic et ça va fonctionner. Et je suis descendu de scène, j'ai récupéré 200 cartes de visite des gens qui étaient là, un rendez-vous avec Emmanuel Faber le lendemain et un rendez-vous avec Younous qui a accepté de devenir le président de Chance, président d'honneur de Chance. Et c'est comme ça que tout a démarré. Je suis rentré à San Francisco, j'ai démissionné. Et quelques mois après, je proposais à une de mes amies, Clémence, de devenir cofondatrice et puis c'était lancé. C'était lancé aux US? C'était lancé, on cherchait un pays dans lequel il y avait un gros déficit d'éducation et d'orientation et une économie assez active. Et c'est comme ça. Au début, on était parti sur le Nigeria en partenariat avec l'université de Berkeley. Et puis, en parlant avec Danone et avec Renault, ils nous ont dit on est très peu présent en Afrique, mais si vous avez un intérêt pour l'Indonésie ou le Brésil, parlons-en. Ok. Et c'est comme ça qu'on a creusé la situation sociale au Brésil avec les favelas, etc. Et il y avait Lula et une économie florissante. Et que c'était un cas parfait. Et donc là, il a fallu choisir entre ma vie perso dans une gated community à Lagos ou bien à Rio. Et donc, pour des raisons exclusivement professionnelles, comme tu l'imagines, voilà comment j'ai déménagé à Rio. Et ensuite, après Rio, il y a eu quoi? Et donc là, on est en 2015. 2015-2018, on a fait croître Chance. 2015-2017 uniquement au Brésil. On a ouvert un bureau à São Paulo. On a ouvert une filiale en France. En 2017. Et voilà comment, jusqu'à mi-2018, on était au Brésil et en France. D'accord. Et en 2018, on a changé toute la stratégie, qui était très dure. Moi, j'ai fait un burn-out. On a dû se séparer de 80% de la boîte. On a déplacé le siège en France. J'ai fait un break à ce moment-là. Et on a remonté tout le modèle de Chance, tel que tu le connais aujourd'hui, depuis la France, à partir de 2018. C'est une bonne leçon. C'est-à-dire que tu étais parti d'une idée, si je puis me permettre, en tout cas ce que moi j'analyse, c'est que tu avais une idée de base, en tout cas une philosophie ou un esprit ou un objectif, ou même tout, et que tu as converti ton modèle finalement. Tout à fait. Tu l'as adapté à un marché. Donc au final, je le dis quand même, mais j'ai souvent en mémoire, parce que je le connais bien, le fondateur de La Fourchette. Donc, tu connais La Fourchette, qui aujourd'hui, ça a été racheté par TripAdvisor. La Fourchette n'avait pas du tout ce modèle initial. C'est-à-dire qu'avant de trouver son modèle, voilà, il a travaillé, il s'est remis en question, il a modifié les choses. Et souvent, les gens pensent que l'idée de base est forcément l'idée qui va tenir et permettre de faire tenir l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Enfin, la majorité du temps, c'est pas ça. C'est les pivots, absolument. C'est exactement ça. Alors, on va tout de suite, tout de suite non, parce que ça fait quand même 10 minutes qu'on se parle, mais qu'est-ce que c'est que Chance aujourd'hui? Comment tu le définis et comment tu le décris? Aujourd'hui, Chance, c'est une communauté de près de 15 000 personnes, individus et entreprises, qui s'engagent pour permettre à chacun et à chacune, quel que soit son passé, de trouver sa place dans la société. C'est ça. Et ça, c'est permis par des solutions d'orientation professionnelle qui sous-tendent cette communauté. Donc à la fois d'orientation et d'assistance pour que les différents membres de cette communauté puissent s'engager solidairement en soutien les uns des autres. Alors, il y a un double aspect. C'est-à-dire que d'une part, tu as un aspect parcours où tu vas accompagner la personne dans sa recherche de job ou de carrière. Et en parallèle, tu as quand même un carnet d'adresses ou une communauté, on l'appelle comme on veut, mais une communauté qui ouvre son carnet d'adresses. C'est-à-dire que tu as pris conscience assez tôt, je pense, que tout n'est pas que travail, mais tout est aussi parfois rencontre. Je me souviens de mon expérience, moi, perso, en cabinet d'avocat,
où un des partenaires du cabinet me dit dans la vie, vous avez 30% de chance, 30% de boulot et 30% de réseau. Et les 10%, vous en faites ce que vous voulez. En général, c'est un peu de charisme ou du culot. Et j'ai retenu ça. Et c'est vrai que le réseau, c'est ça qui combat l'inégalité, je pense, des chances. C'est-à-dire, je crois sincèrement à ça. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent parce que quelqu'un va te tendre une main. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Et je crois qu'en France, il y a encore... Ça commence à sauter, mais il y a encore pas mal de barrières. Et sur cette partie du réseau, je partage tout ce que tu viens de dire. Et ce qu'on essaie d'apporter sur la partie du réseau, on va pouvoir en parler un peu plus en détail, parce que c'est le grand lancement de ce qu'on accélère à partir de ce mois de septembre. Et c'est un plaisir de partager ça avec toi maintenant. C'est que le fait de dire le réseau est important pour faire sauter les différentes barrières qui existent quand tu as un capital social qui est faible, en particulier, se pose encore la question de qui est le mieux positionné pour t'aider, pour t'ouvrir cette porte. Donc il y a un aspect de curation du réseau. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont du mentoring, qui sont très bien. C'est simplement le mentoring, c'est une personne qui vient pas nécessairement n'est pas nécessairement la mieux placée pour te placer pour t'ouvrir cette porte-là. Donc le travail de Chance, c'est de décorréler complètement l'activité d'identité psychologique de l'information, de l'ouverture de porte. Tu vois, le mentoring, c'est un peu un mélange de tout ça. On fait du coaching, c'est une activité psychologique, de l'information qui peut passer par des gens qui viennent t'apporter une information en tant qu'expert, et ensuite l'ouverture de réseau. Donc si je t'explique un peu plus concrètement, qu'est-ce que c'est le parcours Chance ? Aujourd'hui, toutes les 10 minutes, tu as une personne qui démarre Chance en France. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Ça accélère avec la rentrée là. Ouais. Oui, forcément. Il y a toute une réflexion, les gens se sont dit, mais en fait, c'est quoi le sens de ça en revenant de vacances ? Mais je trouve de plus en plus, en fait, c'est hallucinant parce que je pensais que, j'observe que le contre-coup du confinement se fait maintenant. Je sais pas si je me trompe ou pas, mais tu tombes absolument pas. J'ai vraiment le sentiment que les retombées arrivent maintenant, socialement. Entre le début du confinement et aujourd'hui, notre activité, elle a été multipliée par entre 5 et 6. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois. Donc, complètement. Et on dit, et ça a été annoncé, je me rappelle d'Olivier Véran qui disait, le sujet de la santé mentale et tous les questionnements vont arriver avec un lag. A posteriori, ils vont arriver en 2022, en 2023. C'est ça. Et donc, ça, on va le sentir de plus en plus. Mais ça accélère, là. Donc, tu as une personne toutes les 10 minutes qui commence le parcours Chance. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est le parcours Chance ? Il y a quelqu'un qui l'appelle. C'est elle qui s'inscrit sur le site et qui va parler à un conseiller pour vérifier que c'est la bonne chose pour elle, parce qu'il y a un appel gratuit. Et à partir de là, c'est chance.co. Et à partir de là, la personne démarre son parcours. Tu le finances avec, en tant qu'individu, tu le finances avec le CPF en particulier. Et ensuite, tu as les entreprises aussi qui peuvent t'offrir le parcours dans des réflexions sur l'identification du sens, ton réengagement, ou bien dans des réflexions d'orientation, de mobilité interne, par exemple, etc. Pour une entreprise, très souvent. Pour les entreprises, c'est que formation, Essentiellement. D'accord. Et ensuite, on a des partenariats gouvernementaux pour les demandeurs d'emploi avec les régions ou avec le Pôle emploi qui peut rembourser, financer pour des demandeurs d'emploi. On a eu aussi un partenariat avec le ministère du Travail, etc. Mais revenons sur la dynamique et comment ça fonctionne. Ça fait partie de mes questions, mais je reviendrai dessus justement sur la coordination entre ce que tu vas proposer et le marché du travail. D'accord. Mais on en reparlera après. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Chance, c'est un parcours d'une 30aine d'heures. Ouais. Entre 24 et un peu plus, il y a des parties optionnelles qui se fait en 3 mois, dans lequel tu as 3 dynamiques. Dynamique numéro 1, tu as une 20aine d'heures d'auto-coaching, donc d'activité à faire seul sur ton téléphone ou ton ordinateur. Tu as 7 à 9 heures de vidéo-coaching avec un ou une coach pro en vidéo, choisi sur la base de ta personnalité. Et la 3e partie, c'est la partie communautaire. Je vais me concentrer sur les 2 premières. C'est long, 3 mois. C'est pour nous nécessaire. C'est la moyenne, hein. Ça peut aller un peu plus vite. D'accord. Ça peut aller en 2 mois, rarement au-dessous. D'accord, ok. Parce qu'il y a le temps de maturation entre les différentes étapes. Okay. Donc, tu as 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching. 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching. D'accord. Et pour comprendre là ce qu'on a appelé la psytech, et Chance est en ce sens un pionnier de la psytech en France, intégration psychologie-technologie, c'est que tu as
tu vois, la métaphore, c'est celle du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire que tu fais faire par la machine tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain, qui est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios. Pour orienter le geste chirurgical au moment de l'opération. Qui est là, lui, est humain. Humain. Et ne peut pas être automatisé. Donc, auto-coaching, c'est les IRM. Ça vient nourrir toutes les 2 heures le ou la coach pro. Tel un chirurgien très précis vient travailler sur une barrière psychologique, sur une croyance limitante, sur une peur. Et voilà comment tu as ce dialogue entre humain et machine pour accompagner au mieux tout un chacun. Ok. Et la troisième dynamique, c'est la dynamique communautaire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Parce que le mot communauté, le bon buzzword, c'est qu'une personne qui fait le parcours chance, qu'on appelle un talent, est accompagnée en moyenne, enfin va entrer en contact pendant son parcours en moyenne avec 13 plus 1, 14 personnes. Du réseau. Enfin, du de la réseau. Communauté. Tu as d'abord 5 personnes qu'on appelle mon cercle. D'accord. Qui sont des personnes de ta sphère personnelle et professionnelle passée, qui vont constituer un sorte de board pour toi. C'est-à-dire, c'est des gens issus de ton propre réseau. C'est-à-dire, c'est moi qui vais te dire, je veux ces 5 personnes. Et tu vas les contacter pour rentrer dans ton cercle. C'est intelligent, ok. Et qui vont commencer par te faire un feedback à 360, avec des questions bien particulières. Que toi-même, que Chance va proposer ? Qui sont préparées, oui, tout à fait. Okay. Et ça commence par ça, ce qui te permet d'avoir une perspective. Tu demandes jamais aux gens dans ton entourage des choses sur toi. C'est rarissime, en fait. Donc, c'est un moment très fort émotionnellement. Moi, je le fais tout le temps, mais bon. C'est une exception, du coup. Ouais. Tu fais partie des 2%, quoi. Et à partir de... C'est là, on a un microservice qui s'appelle Feedback Me. Et puis ensuite, ce cercle va t'accompagner tout au long de ton parcours. Ok. 5. Ensuite, est très actif dans la phase d'introspection. Premier mois, grosso modo. Deuxième mois d'exploration. Dans le deuxième mois d'exploration, tu vas aller creuser des pistes professionnelles selon la méthode Chance. On te prend par la main pour aller étape par étape. Et dans ces pistes professionnelles que tu explores, tu vas avoir toute l'information qu'il y a sur la plateforme, que ton coach ou ta coach peuvent connaître, que toi-même tu connais et qu'il y a sur Internet et sur YouTube. Mais il manque une information granulaire si tu veux aller vraiment dans la finesse d'une piste. Et donc, il est nécessaire que tu puisses accéder à des personnes qui vont te donner cette information granulaire. Et c'est comme ça qu'en fait, par la communauté Chance, en particulier par le groupe de solidarité sur Facebook qui s'appelle le collectif Chance, tu vas dire de quoi tu as besoin et la communauté se mobilise pour te faire les intros pour rencontrer ces experts pour un café ou pour un coup de téléphone. Ok. Ça, c'est 8 personnes. Ok. Et enfin, la dernière personne, c'est ce qu'on appelle les duos Chance. Donc, les duos Chance, ça vient à l'issue de cette phase de 3 mois. D'accord. À la fin de cette phase de 3 mois, on certifie ton adéquation, l'adéquation entre une personne et un travail. On définit un travail par 4 piliers qui sont travail égale métier, donc ton rôle. 2, finalité, quel est le sens, qu'est-ce que tu sers, quelle est ton utilité. 3, environnement de travail. Est-ce que tu es sur un environnement plus perfectionniste, plus autonome, plus rapide? Est-ce que tu travailles en freelance, etc. Et 4, tes impératifs de vie financiers, géographiques et horaires. Ok. Ça, c'est la définition d'un travail pour nous et d'un vrai projet professionnel. Ok. Une fois que ça s'est défini, il faut atteindre ces fonctions. Et c'est là que le réseau de l'ouverture de portes intervient. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les duos Chance. Ok. Et ça a 6 mois aujourd'hui. Et ça va s'accélérer très fortement. Tu as peut-être vu sur LinkedIn, fin janvier, il y a eu un grand mouvement d'affichage en fait sur les posts LinkedIn des individus. En fait, on a fait un appel initialement avec une centaine de personnalités à ouvrir son carnet d'adresses pour les talents qui sortent de Chance. Ok. Et ça a été en fait très suivi par 2500 personnes qui ont suivi, dont 4 ministres, dont des dirigeantes d'entreprises, journalistes, podcasteurs, artistes, etc. Et toutes ces personnes se sont engagées à ce que si Chance leur indique une personne de leur écosystème, ils ou elles vont ouvrir la porte qui autrement aurait été fermée pour cette personne. A fortiori, quand tu as des profils qui ont des parcours non linéaires. D'accord. C'est-à-dire que tu as pas fait exactement le même job avant, que tu rentres pas exactement dans les cases, que autrement cette porte serait restée fermée même si c'était exactement le bon projet professionnel pour toi. C'est comme ça qu'on dépasse les différentes barrières externes qui peuvent bloquer un individu pour son épanouissement professionnel.
et donc sur son engagement. Et j'en arrive, et je terminerai là-dessus, sur en fait la théorie d'impact de chance, qui est le sous-jacent de tout. La mission de chance en tant qu'entreprise sociale, c'est de contribuer, comme son nom l'indique, à l'égalité des chances et à la mobilité sociale. Et donc la théorie d'impact, c'est de dire l'engagement au travail, le fait de pouvoir être dans un travail qui t'anime, est une condition nécessaire à ta performance au travail. Et cette performance au travail est une condition nécessaire à ta mobilité professionnelle et donc à ta mobilité sociale. Donc le meilleur levier pour contribuer à la mobilité sociale, c'est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous. Alors j'ai 2 questions. Du coup, tu te portes garant d'une certaine manière ou pas ? C'est-à-dire que les personnes que tu vas, les talents comme tu les appelles, est-ce que selon toi, comment dire ? Tu sais, c'est comme quand on fait appel au piston. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, mais moi je sais que le piston, par exemple, c'est un truc que j'ai toujours considéré comme contre-productif. À la fois pour la personne pistonnée, comme pour la personne qui pistonne. Parce qu'en fait, t'es toujours, t'es un peu obligé de faire le truc. Donc, ma question, c'est, j'ai bien compris que c'était pas du piston, mais c'est plus de dire, est-ce que tu es garant des talents ? Est-ce que toi, tu te réserves le droit de ne pas prendre certaines personnes, tu vois, parce que tu sais qu'ils vont peut-être être pas au rendez-vous ou qu'ils vont peut-être pas être à la hauteur de ce que tu leur proposes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que tu sélectionnes finalement tes talents ? Et ensuite, ça c'est la première question. Et si tu veux, on passe à la deuxième question parce que je pense que la réponse est longue. Et la deuxième question, c'est le deuxième. Ça me fait penser à Mathieu Nebra qui avait créé Open Classroom où il m'avait dit, moi je ne crée des formations que pour des postes qui sont à pourvoir sur le marché du travail. C'est-à-dire que je ne vais pas former des gens pour leur faire plaisir. C'est-à-dire que je vais former des gens pour leur trouver un job effectif. Et parce que j'ai un deal avec Pôle emploi et que je me suis engagée à trouver des jobs concrets aux personnes. Mais je me permets de poser ces questions qui sont peut-être un peu cash, mais c'est juste que je m'interroge tellement en ce moment sur le marché du travail, j'ai tellement d'inquiétudes, si tu veux, avec les tous les chamboulements qu'on peut connaître, tu vois, structurels. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu des gens me dire, voilà, il y a des pans entiers de l'économie qui vont se réformer, pour ne pas dire s'écrouler, donc il va y avoir des nouveaux jobs, mais aussi des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Enfin, tu vois, je me permets de te poser 2 questions, mais qui sont pas du tout challenging. C'est vraiment des questions ouvertes, parce que je sais que tu es forcément concerné, quoi. Voilà. Merci, c'est des super bonnes questions. La première question sur est-ce qu'on trie, il y a 2 choses. Ta question est très fine parce que pourquoi est-ce que ces 2500 personnes et aujourd'hui en fait il y a tous les alumni, tous les talents s'engagent également, donc c'est ça la communauté des 15 000 avec toutes les autres personnes qui ont suivi. Parce que pourquoi, si t'es pas complètement égoïste, pourquoi est-ce que tu présenterais pas quelqu'un à une personne de ton réseau ? Parce que tu veux pas te griller. Moi, je le fais naturellement, si tu veux, mais si jamais une personne ne le fait pas, c'est parce qu'elle veut pas se griller. Donc, il faut la dérisquer. Oui, c'est ça. Et donc, tout le process de 30 heures de chance vient certifier la robustesse du projet de la personne, qui est passée par des média training, c'est ça, qui s'est préparée, qui s'est speechée, qui sait pourquoi elle va là, qui a fait tous ses efforts pour. Donc en fait, la qualité de l'échange et de la préparation de l'échange, c'est notre responsabilité chance. C'est ça. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on sélectionne ? Si la personne n'a pas fait tout le parcours avec toutes les étapes, elle n'atteindra pas les duos. On n'enverra pas la personne, évidemment. D'accord. C'est très rare. D'accord. Et est-ce qu'en amont, au démarrage, on sélectionne ? Surtout pas. D'accord. Parce que la mission même de chance, c'est l'égalité des chances. Donc plus une personne est en difficulté, plus il va falloir au contraire qu'on l'accueille à bras ouverts. Qu'est-ce qu'on ne peut pas accompagner ? On ne peut pas accompagner une personne qui parle pas français et qui peut pas répondre aux questions et suivre le parcours, ou une personne qui a pas du tout de capacité à utiliser un téléphone ou un ordinateur. Ou qui n'a pas les moyens, en gros, qui peut pas se le permettre aussi. Alors, on va parler financièrement parce que là, pour le coup, on a beaucoup de choses en œuvre. Et le troisième sujet, c'est une personne qui a des problèmes psychologiques ou psychiatriques graves. Parce que ça relève pas du tout du coaching. Il faut surtout savoir s'arrêter. Sur le sujet financier, en l'occurrence, non. D'accord. C'est-à-dire que on a si tu veux vraiment faire chance et que tu es vulnérable économiquement, c'est-à-dire que ton dernier salaire est inférieur à 1 400 € net, il y a plein de moyens de le faire. Et sachant que, pour rappel, dans les statuts de chance, en tant qu'entreprise sociale, il est inscrit
que chaque année, au moins 25% des bénéficiaires de Chance ont un dernier salaire inférieur à 1 400 € net par mois. C'est beaucoup, d'accord. Donc alors du coup, comment ils font C'est la mission. Ouais. Comment est-ce qu'ils font ces personnes-là? Soit elles le financent avec le CPF. Ouais. Donc, pour rappel, le CPF, c'est 500 € ou 800 € par an avec une discrimination positive si ton dernier diplôme est un CAP ou un BEP. Ou pas du tout. D'accord. 2, ce qui permet déjà de faire une rectification. 2, si c'est une personne qui est au chômage, Pôle emploi peut le financer. Okay. 3, on a les partenariats avec les régions qui financent. Par exemple, la région de Normandie, la région Hauts-de-France, la région PACA, on est en finalisation avec l'Occitanie, avec Île-de-France, etc. Ok. Et enfin, si tu es dans une entreprise, ton entreprise peut te le financer. Ouais. Et enfin, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Chance pour tous, pour financer des bourses pour les personnes dont le dernier salaire est inférieur à 1 400 € net, qui n'auraient pas pu se le faire financer par tous ces moyens-là. C'est bon à savoir, ok. J'avais pas eu vent de ça, ok. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu veux faire Chance et que tu es vraiment motivé et que tu as un dernier salaire inférieur à 1 400, okay. Ça va le faire. Ok. Voilà pour les éléments de réponse sur ta première question. Ouais. La deuxième question. Tu as effectivement World Economic Forum qui dit que tu as 500 millions de jobs qui vont être détruits d'ici 2030. Et 2030, ça se rapproche, c'est dans 8 ans. Ouais. Il y avait des échanges là récemment avec le nouveau gouvernement en disant, mais en fait, votre quinquennat, là, c'est la majorité de cette période. Bien sûr. Parce que 2022, on est en 2027. Ouais. Donc en fait, ces 500 millions, il y a au moins la moitié qui va se passer pendant ce quinquennat-là. Donc il faut agir. C'est ça. L'engagement de Chance, quand on certifie l'adéquation, je te disais, d'une personne avec un travail, il y a 3 conditions. 1, l'alignement par rapport aux 4 piliers. D'accord. 2, la faisabilité, c'est-à-dire que tu as des compétences transférables pour ce projet, ou bien tu as un plan d'action pour aller les acquérir avec des formations. Open Classroom est par exemple un partenaire pour pouvoir acquérir ces compétences manquantes. Donc faisable. Et 3, réaliste par rapport au marché du travail. D'accord. Marché du travail qu'il faut absolument regarder par rapport à un territoire. Bien sûr. Parce qu'il y a l'absolu. Oui, effectivement, si tu veux être data scientist, il y a un marché. Ok, mais ça, c'est les extrêmes. Et l'extrême majeur. Et puis ensuite, si jamais tu veux être aujourd'hui agent ou de caisse, bon, il y a une grande digitalisation. Donc, ok, mais ça, c'est les extrêmes. L'extrême majorité des jobs, ils sont au milieu. Et en fait, un travail ne se résume pas à un métier. D'où les 4 piliers dont on parlait tout à l'heure. Parce que je te donne un exemple, chef. Chef, si tu es chef chez Sodexo, si tu es chef au Georges V, si tu es chef pour une famille, si tu es chef dans une dark kitchen, ton job a pas grand-chose à voir et les dynamiques de marché de ces différentes... Les dark kitchens, ça explose. Enfin là, j'ai cru comprendre qu'ils allaient leur taper sur les doigts. Enfin, j'ai lu un truc qui disait que ça allait être un peu remis en question. Donc il y a une volatilité encore plus, ça complexifie encore le système. J'imagine que les chefs pour les familles, ça doit pas être en train d'augmenter, c'est plutôt être en train de réduire. Parce qu'il y a les Thermomix qui viennent résoudre tout, comme chacun sait, quoi. Donc il y a une complexité pour analyser ce réalisme qui est pas simpliste. Nous, notre engagement, c'est que par toute la méthode, on vient creuser la spécificité. Tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de le conseil général n'a aucune valeur. Bah, je l'applique ici. C'est en fait, oui, data scientist, bien sûr, mais quand c'est plus compliqué que ça, il faut aller creuser la spécificité par toute la méthode. Ça, c'est notre métier. C'est ça, une orientation qui est robuste et qui est réaliste par rapport au marché du travail. Donc, je répète, un travail qui a du sens pour quelqu'un, c'est un travail qui est aligné avec ces 4 piliers, qui est faisable avec ses compétences et qui est réaliste par rapport au marché du travail concerné. Du coup, vous avez des partenariats avec des entreprises ou pas ? Oui, mais de plus en plus. D'accord. Et ça, on est en train de très fortement accélérer avec les entreprises tu vois, le sujet des entreprises aujourd'hui, c'est l'engagement. Aujourd'hui, tu as un énorme sujet de rétention. Il y a la tendance, je sais pas si tu as suivi le quiet quitting, là. Voilà. Enfin, il y a eu la grande démission aux États-Unis et on est en train, a priori, de vivre à peu près la même chose. Mais pas si fortement qu'on ne le pensait, je crois. Et tu vois, parce que en France, il y a un deuxième phénomène qui se combine avec cette Great Resignation, qui est ce qui a été appelé le quiet quitting, c'est-à-dire, et que on a appelé chez Chance la démission mentale.
Qu'est-ce que c'est la démission mentale? C'est en fait je continue à bosser, mais j'ai plus l'âme Exactement. ni la tête. Ton corps y est, mais ton cœur n'y est plus. C'est une très belle histoire que d'ailleurs t'as raconté Grégory. Je fais de la pub pour Grégory Pouille avec Vlan, hein, mais ça me fait plaisir de le faire. C'est vrai que ça m'a beaucoup touché son histoire avec son frère. Et parce que, juste pour rappel, c'est vrai que quand t'as du mal à trouver du sens, enfin en tout cas la question de base, si je ne me trompe pas, c'était de dire c'est pas facile pour un conducteur RATP ou un éboueur ou un plongeur de trouver du sens à ce qu'il fait. Et toi, tu as répondu très justement, je pense. S'il sait pourquoi il le fait au moment où il le fait, c'est effectivement, en tout cas ça concernait le plongeur, avec Mathieu là pour le coup, c'est pas grave, enfin il accepte de le faire. Par contre, c'est vrai que ce dont tu parles, la démission mentale au sens où tu as tellement été... tu fais un métier parce que tu es obligé de le faire, parce que tu dois nourrir ta famille ou que tu dois payer ton loyer et tes factures, mais tu n'es plus là mentalement. C'est-à-dire que tu fais le truc comme un automate, quoi. Et ça, c'est, je crois, le plus... Enfin, je pense que c'est le drame de beaucoup de gens aujourd'hui, quoi. Et par rapport à ce que tu dis, on pourrait être provoque en disant un métier qui a du sens et un métier qui a pas de sens, c'est des conneries, c'est beaucoup trop simpliste. Je suis d'accord en fait, avec toi. La question, c'est le sens pour moi. Que toi, tu te donnes. À un instant T. Bien sûr. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que il y a deux trucs qui me perturbent un peu au niveau travail en ce moment, parce que la quête de sens, c'est un truc dont j'entends parler moi depuis, je crois, 10 ans. Enfin, peut-être un peu moins. Mais la quête de sens, enfin, on a mis ce terme il y a, on va dire, 6 ans ou 5-6 ans, je sais pas. Mais la quête de sens, si tu veux, c'est un truc que j'entends revenir, et de plus en plus encore maintenant, tu vois. Et parfois, on oublie de dire aussi que c'est un travail sur soi. Tu vois, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas tout, que les entreprises se remettent elles-mêmes en question beaucoup, parce que je pense qu'ils ont forcément, elles ont des sujets de recrutement, t'as des secteurs entiers où ils n'arrivent pas à recruter, etc. Et la dernière fois, je me faisais une réflexion et je me suis dit, à force de dire aux gens qu'il faut du sens dans tout ce qu'on fait et qu'il faut qu'on... du coup, t'as plus de serveurs, t'as plus de gens qui veulent être... faire du ménage dans des hôtels, enfin je sais pas, tu vois, mais t'as des pans entiers qui sont quand même l'économie du service, tu vois, qui sont pas rien. Et la France est quand même reconnue comme étant un pays dans lequel le service était initialement porteur. Donc je me dis que si demain les gens considèrent qu'il n'y a pas de sens à être serveur, qu'il n'y a pas de sens à être femme de ménage, c'est bien dommage en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, je veux pas sortir le truc débile de il y a pas de sous-métier, mais si, il y a vraiment pas de sous-métier dès lors que toi-même tu sais pourquoi tu le fais. Et je trouve que je suis en quête de sens et j'attends que les autres me disent où aller. Je pense que c'est ça l'erreur première que font beaucoup de gens. La passivité. Ouais. Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Ouais. La question, ça résonne énormément. Le sujet des services, on travaille avec Accor, on travaille avec Pierre et Vacances, par exemple, qui sont au cœur de ce dont tu es en train de parler pour, par exemple, le métier de serveur. Ouais. Le sujet de la passivité, il est hyper intéressant. Et l'attente de l'entreprise. Et en fait, t'as un travail sur le sens, tu sais, le purpose. Ça, le purpose de l'entreprise, maintenant, toutes les entreprises ont leur mission. On a créé des entreprises à mission et maintenant, ça doit être écrit partout et tout le monde le connaît et on paye des consultants pour trouver la mission et voilà. Mais ça suffit pas. Enfin, c'est nécessaire et c'est très bien. C'est fondamental, c'est nécessaire pour une entreprise de comprendre quelle est sa mission et quel est son purpose. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ton sens individuel en tant que collaborateur, collaboratrice de l'entreprise, il n'est pas exactement le même que celui de l'entreprise. Et il peut pas l'être. Et il faut pas qu'il le soit surtout, je pense. Et sinon, tu deviens l'entreprise. Ouais, et puis en plus, t'apportes pas forcément de diversité. Enfin bon, c'est un vaste sujet. Et c'est une question pour les entrepreneurs, tu vois. Moi, parfois, tu mélanges un peu, tu dis, mais en fait, c'est moi ou c'est l'entreprise? C'est qui ça? Je parle dans le sens de l'identité, etc. Et où s'opère la magie? La magie. Quand t'as une personne, un individu qui a trouvé son sens individuel et que ce sens individuel est aligné avec le sens de l'entreprise. C'est là que la magie s'opère. Bien sûr. Mais ce qui est raté par beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers et beaucoup de RH, bien sûr, c'est que il faut absolument permettre aux individus de trouver ce sens individuel. Et donc on en arrive au débat que tu soulèves, qui est, c'est la responsabilité de qui ce sens individuel? Ouais, c'est ça. C'est
il est évident que l'entreprise ne peut pas trouver le sens individuel si la personne s'y met pas. Il est aussi évident que l'entreprise peut accompagner cette personne à réfléchir, à avoir des méthodes par rapport à son sens individuel. Nous, les entreprises les plus visionnaires qui ont compris ça, elles mettent à disposition la méthode chance. Il n'y a pas que chance pour réfléchir au sens individuel, mais c'est une des méthodes pour permettre de le faire et de le faire bien. Pardon pour le biais. Le boulanger, par exemple. Boulanger, ils ont décidé de permettre à des promos de femmes de trouver leur sens individuel pour accélérer leur carrière dans la réflexion de politique sur l'inclusion. Voilà. Ça, c'est un exemple du rôle que l'entreprise peut jouer, que les RH peuvent jouer, Bien que sûr. les managers visionnaires peuvent jouer. Mais il va de soi que l'individu a son rôle à jouer et que ces 30 heures, il faut les réaliser, il faut s'y mettre. On pourrait parler de toi pendant des heures parce que tu connais parfaitement ton sujet et je pense que tu as des vraies inspirations. Mais ma question, c'est quel est ton challenge aujourd'hui à la tête de Chance? Tu as pivoté, tu l'as créé il y a quand même 8 ans, finalement, non? C'est ça? Ouais. Je suppose que tu es passé par plein de phases, par plein de questionnements, par des remises en question, RH, etc. Mais là, tes challenges que tu te fixes à toi en tant qu'entrepreneur dirigeant de ta boîte, c'est quoi? Ceux que je me fixe ou ceux qui m'arrivent. Moi, je préfère ceux que tu te fixes toi en tant que personne. C'est le sujet de la communauté. En fait, Chance, n'a pas vocation à être une start-up. Une entreprise. En fait, l'entreprise est au service de la communauté. Chance, c'est la communauté. D'accord. Et le challenge, et donc ça implique une indépendance, une force, une autogénération Bien sûr. de cette communauté par toutes ces dynamiques de solidarité qui est une double. En gros, quand tu es engagé et membre de la communauté Chance, il y a deux choses que tu fais. Que tu peux faire. Tu peux ouvrir ton carnet d'adresses, ouvrir un contact ou bien donner de l'information. Contact ou information à une personne ou bien à l'écrire qui servira pour le futur. Parenthèse, cette personne, elle ne gagne rien. Enfin, ce que je veux dire, elle fait ça, on est d'accord, c'est à titre complètement gracieux. C'est des actes qui sont solidaires, tous. D'accord, ok. Et ça, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est puissant. Et donc, le challenge, l'objectif, c'est vraiment de booster et d'accélérer ça parce que c'est ça qui va donner de l'exponentialité à la puissance de Chance et la puissance pour le bien, la puissance solidaire. C'est un vrai challenge parce qu'en fait, je comprends mieux ce que tu voulais me dire en termes de construction de communauté parce que quand tu vois la force de frappe de LinkedIn, tu te dis c'est quand même c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est beau parce que c'est justement activé par une fibre généreuse. Tu vois, enfin, ça part d'une générosité, ça part pas d'un. Quand on connaît les origines et que tu nous as expliqué, ça part pas d'une, comme tu dis, d'une envie de gagner de l'argent purement. Enfin, je veux dire, c'était pas forcément l'objectif de base. Si, tu sais, là-dessus, si le meilleur moyen de Chance, si le meilleur moyen pour créer ce qu'on veut faire et avoir l'impact avait été de créer une fondation, on aurait créé une fondation. En fait, pourquoi est-ce que c'est sous le format d'une entreprise sociale? Parce que pour innover et pour prendre des risques, il faut investir. Non, mais j'ai pas dit ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est bien, c'est que c'est motivé quand même. Si au sein de ta communauté, tu as des gens qui font ça avec leur cœur et en se disant, je le fais gratos et tant mieux, c'est ça que je trouve intéressant de souligner. C'est ça que je veux dire, parce que c'est pas courant. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la logique du karma. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes sa chance à quelqu'un. Demain, on te la rendra. C'est sûr. Il faut. Plus tu donnes, plus tu reçois. Hier, j'ai été frappée par un documentaire sur Arte sur le business du bonheur. J'aimerais juste t'entendre sur le bonheurisme en entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire la quête, si tu veux, pour parler un petit peu de manière par image, mais mettre des baby-foot dans les entreprises, des canapés, faire en sorte que les gens soient heureux au travail, etc. Le documentaire, je fais confiance à RT parce que c'était bien tourné,
nous faisait comprendre que, à force de vouloir dire aux gens il faut être heureux, il faut être heureux, il faut être heureux, il y a peut-être un but derrière qui est de dire il faut être heureux pour être performant, et donc ça sert le capitalisme. En gros, c'était un peu ça, si tu veux, l'angle du documentaire, et j'ai trouvé ça assez intelligent, si tu veux. Parce qu'il montrait David Cameron qui, tout en parlant de bonheur, de santé mentale des Anglais, passait des plans de rigueur qui foutaient sur le carreau une quantité d'Anglais du jour au lendemain, si tu veux. Donc voilà, j'appelle à regarder ce documentaire qui a été diffusé, on est le 30, donc c'était le 29. T'as pas le temps, je pense pas, mais en tout cas, si à l'occasion tu tombes dessus, il faut vraiment le voir. Mais j'aimerais bien t'entendre toi, même si je sais que c'est pas... comment dire, ton sujet, c'est un sujet, comment on appelle ça, circulaire autour, enfin, connexe. Mais ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, tu vois. Juste ton feeling. En fait, je partage ton sous-entendu. J'ai l'impression, c'est que les injonctions au bonheur, de toute façon, c'est une quête sans fin. C'est ça. Et évidemment que si l'entreprise s'intéresse au bonheur des gens, il y a une question de performance derrière. Donc, faisons pas semblant, quoi. Il y a 3 ans, on utilisait le mot bonheur et on l'a complètement sorti de tout le vocabulaire de Chance. Parce qu'on peut rien garantir là-dessus. Par contre, identifier, et pardon du coup un tout petit peu pour les redites, mais trouver sa place et son sens, et une place qui a du sens pour moi. Mais je suis ça, c'est quelque chose qui est atteignable. Mais je suis contente de t'entendre dissocier les deux. C'est-à-dire que c'est concret. Ça y contribue au bonheur. Mais en fait, ça, je peux te garantir que si tu suis toute la méthode, statistiquement, tu vas trouver ta place, tu vas trouver ton sens. Ça, c'est une vraie promesse. En tant qu'entrepreneur, à part ta rencontre avec Mohamed Yunus, quel est ton grand déclic ? Est-ce que tu as un grand déclic dans ta vie ? Est-ce que tu as eu un grand déclic ? Un truc qui t'a fait vraiment basculer. À part cette rencontre, je sais que c'est quand même hyper édifiant, mais il y en a peut-être une autre. Le passer par un burn-out, c'est un déclic. C'est pas immédiat. Et en fait, c'est l'épreuve de la vulnérabilité, l'épreuve de ne plus voir de perspective devant. En fait, c'était ça ce qui s'est passé. C'est un matin, je me réveille, donc 2018. On avait ces questionnements par rapport à la stratégie de Chance, où on accompagnait à ce moment-là que des personnes avec maximum Bac+2, et on les plaçait dans les entreprises. Et notre modèle faisait qu'on avait un biais à orienter vers les boîtes qui étaient nos clientes. Donc c'était pas pur dans le sujet de l'orientation. Et 2, que les entreprises avaient l'impression, enfin, quand quelqu'un arrivait du parcours Chance, ils avaient le tampon quota. Donc on stigmatisait les gens alors que la mission est une mission d'inclusion. Donc il fallait changer ça, mais je savais pas comment le faire. Et puis il y en avait 60 personnes dans la boîte à ce moment-là. Donc t'as des coûts chaque mois. Donc et c'était hyper dur. Et à un moment, je suis dans mon lit et je me réveille et je me dis je vais aller prendre une douche. Non, je vais aller boire un verre d'eau. Non, je vais prendre une douche. Non, je vais boire un verre d'eau. Et le moindre choix, la moindre décision était impossible à suivre, quoi. Et en fait, ça, tu te dis, mais je suis pas grand chose, quoi. Je suis plus capable de décider. Je vois pas quel est le futur de ma vie. C'est ça, l'absence de perspective, c'est très dur. Et donc, à part attendre et avouer ça au monde autour de toi. Ouais, bien sûr. Et ça, est-ce que c'est un déclic ? En fait, c'est pas stricto sensu un déclic, mais c'est un moment charnière, c'est sûr. Et c'est un moment qui, en fait, enrichit à fond. Bien sûr. Parce que ça te donne la force pour le futur, parce que notamment professionnellement, quand pour toute l'équipe de Chance, passer par cet énorme pivot, ça te donne une résilience très forte. Tu vois, tous les challenges qu'on a au jour le jour, tout le temps, quand tu les remets en perspective. Et du coup, alors d'autant que j'ai appris qu'on pouvait faire plusieurs burn-out dans une vie. Bien sûr. C'est à retenir. Est-ce que t'as... Et t'as beaucoup de personnes qui viennent nous voir en situation de burn-out ou après. Et toujours ce qu'on fait, c'est que il est nécessaire, avant de démarrer Chance, nous on peut aider à créer des perspectives, mais il faut le faire à la sortie du burn-out. Sur des bases apurées, on va dire ça comme ça. C'est pas au moment de la crise. Ouais.
Ce qui est pas facile à déterminer, je pense. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as un énorme échec dans ta vie? Ça, c'est un énorme échec. Ouais. L'échec, c'est la même chose. C'est, tu vois, cette situation de burn-out et de devoir licencier 50 personnes qui sont tes amis, qui étaient ma famille au Brésil, parce que je connaissais personne en arrivant, et avec qui on vivait. Le soir au travail, on était ensemble. A posteriori, on faisait la fête au bureau après. Et le fait de dire, en fait, c'est pas la bonne stratégie. Je ne sais pas ce qu'est la suite. Mais pour sauver ce en quoi on croit ensemble, il faut vous licencier tous et toutes, ou presque. Ça, c'est évidemment que c'est un échec. Bien sûr. Dont tu as su te relever. Dont on a su se relever ensemble avec Clémence, avec le reste de l'équipe qui restait là, puisqu'on était 10 pour redémarrer le nouveau modèle de chance à partir du 18 avril 2018, date que j'oublierai jamais. Le 8 porte chance. Est-ce que tu as une passion, Ludovic? Après, je vais te libérer, je sais que tu es pris par le temps. Je vais te dire un truc qui est peut-être triste, mais en fait, chance, c'est un peu ma passion. Non, c'est pas triste, c'est formidable. D'être passionné par son entreprise, c'est beau. C'est peut-être parce que c'est pas vraiment une entreprise. Oui, en fait, c'est que c'est une cause. Ouais. C'est une réflexion plus générale. Ce qu'on va faire avec chance, c'est qu'on va contribuer, on va continuer de contribuer, j'espère, de plus en plus à améliorer ce sujet de l'égalité des chances. On va jamais le résoudre. On va juste y contribuer. Et donc, ce qui est, et je pense que tout le reste de ma vie, avec chance, et peut-être dans 15 ans, pas avant, désolé pour toutes les personnes qui vont de l'espace, j'essaierai d'y contribuer d'une façon différente. Mais c'est une passion, ce sujet de l'injustice. Et j'ai un bouquin que je recommande qui est extraordinaire, qui est sorti il y a 6 mois, de Pierre Rosanvallon, qui s'appelle Les épreuves de la vie, comment comprendre les Français, et qui en fait analyse le sujet de l'injustice sociale et analyse les mouvements qui sont en train de se passer par rapport aux gilets jaunes qui en fait sont pas du tout disparus. C'est pas parce qu'on n'entend pas parler des gilets jaunes sur BFM tous les jours qu'il y a pas ce ressentiment qui est très fort. La montée du populisme qui est un des grands risques du 21e siècle. Finalement, pourquoi c'est ma passion? Parce que si le plus gros risque du 21e siècle, c'est la montée du populisme, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'essayer pour des personnes qui sont susceptibles de raisonner à ces messages-là, de les aider à trouver leur place. Et si tu les aides à trouver leur place, tu réalignes, tu réduis les causes de ressentiment, tu réduis la résonance aux messages populistes, et donc tu réduis la puissance du populisme. Tu partages avec moi? Je partage complètement, d'autant que je partage aussi ta passion au sens j'aime bien les choses qui n'ont pas de durée déterminée. Parce qu'au moins, ça te permet de te projeter et je suis plutôt rassurée que tu me répondes que chance c'est ta passion, parce que finalement ça montre que t'es dedans à fond. Pour finir, j'ai 2 questions. Est-ce que tu aurais un coup de cœur récent? Tu viens de m'en parler, c'est peut-être ça. C'est peut-être le livre que tu viens de citer. Absolument. Et un coup de gueule? Un coup de gueule, j'en ai un. Qui est, tu vois, c'est arrêter de dire que le sang, c'est un problème de riches. Tu vois, quand il nous est arrivé avec les différents membres de l'équipe, qu'on nous dise, attendez, vous avez rien compris, là, les petits jeunes avec votre technologie, vos sujets de sens, c'est des sujets pour le haut de la pyramide de Maslow. En fait, les personnes qui sont en galère, ils ont besoin d'un job, ils ont besoin de faire de l'intérim. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de répondre à ces personnes? C'est l'inverse. Évidemment que c'est l'inverse. Parce que la masse des gens aujourd'hui, parce que, excuse-moi, je te coupe pas. Non, mais je t'en prie. Non, mais je comprends tout à fait, parce qu'en fait, au début du podcast, je pensais ce que pensaient ces gens, à savoir que la quête de sens était un problème de riches. Jusqu'au jour où j'ai interviewé un sociologue et puis un autre ancien patron, ancien big boss de McKinsey. Et en fait, j'ai réalisé que dès lors que... parce que les gens qui sont bien nés, entre guillemets, ou les gens qui sont privilégiés, il y en a moins. Donc, ils sont moins impactants sur la société. Et quand tu prends le vrai sujet de fond de notre société, c'est que la masse, en tout cas le volume le plus important du problème, et justement ne concerne que des gens qui n'ont pas ces privilèges, entre guillemets, qui n'ont pas cette chance-là. Et c'est eux les premiers concernés, puisque c'est eux qui font la société. Donc logiquement,
Si une société souffre, c'est que c'est la masse qui souffre. C'est que c'est pas les extrêmes. Enfin, on va dire les gens en périphérie. Absolument. Ou en haut de la pyramide. Enfin, après, on dit comme on veut. Et si tu as 67% des Français qui se disent désengagés dans leur travail, ça fait... Et donc, monsieur, madame qui me dit il faut mettre les gens en intérim, le job, remettre le pied à l'étrier. Ce qui a de la valeur en soi, attention, je suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire au-dessous? Vous êtes en train de dire deux trucs qui, à mon avis, sont scandaleux. Premier, c'est que il y a deux classes d'humains. Il y a les personnes qui peuvent réfléchir, qui peuvent comprendre quel est le truc qui compte pour eux, leur peur, etc. Et puis, il y a la deuxième, ceux qui peuvent pas réfléchir. Vous croyez quoi, que le jeune en bas de sa barre d'immeuble, en bas de son HLM, il est pas capable de comprendre ce qui lui a fait peur, ce qui l'anime, ce qui lui parle, ce qui l'excite, évidemment qu'il est capable de le faire. Bien sûr. Évidemment. C'est très dangereux dans l'histoire. On a vu quelques dérives par rapport à ça. Premier point. Deuxième point. Ah non, mais ça sert à rien d'aller dans l'introspection, de réfléchir au sens individuel pour ces personnes. Ah ouais? Et donc, ça sert à rien. Donc, vous voulez qu'on continue à faire ce qu'on fait depuis 50 ans? C'est-à-dire, petit à petit, un gap, un fossé dans notre société, avec des personnes qu'on envoie en intérim. Ensuite, t'arrêtes, tu pointes à Pôle emploi pendant 3 mois, t'as été caissier pendant 3 mois chez Carrefour, on va t'envoyer chez Franprix juste après. Et on croit qu'on va t'engager. Si jamais, peut-être que c'est le bon truc pour toi, peut-être qu'être caissier, mais c'est le bon truc qu'on disait tout à l'heure, c'est ton sens individuel à ce moment-là. Très bien. Mais si ça ne l'est pas, il faut pas juste te renvoyer au travail. Il faut créer un déclic. Si on ne crée pas de déclic, si on ne crée pas un moment où la personne peut s'engager, ce qui nécessite une réflexion un minimum poussée, alors il n'y a aucune chance que ça change pour cet individu. Si ça change pas pour cet individu, je ne vois pas comment on peut faire évoluer notre société, comment on peut faire évoluer l'inclusion dans notre société et comment on peut en fait, ne pas avoir une France et une société française qui monte gentiment, petit à petit, tous les 5 ans, vers un peu plus de populisme, un peu plus de populisme, un peu plus de populisme. Donc, il est nécessaire de démocratiser cette réflexion du sens individuel à toutes et à tous. En particulier, quand vous êtes dans une situation de vulnérabilité économique, c'est ça l'égalité des chances. Bien sûr. Tu m'accordes encore 1 minute? Bien sûr. Il est 12h36, on a commencé à 38, je m'en souviens. Récemment, j'ai décidé de poser une question parce que je suis devenue maman il y a 20 mois et je me suis posé cette question. Félicitations. Merci. Mais est-ce que tu as des enfants? J'ai pas d'enfants. D'accord. Mais je suis parrain de 5 enfants. Est-ce que tu as un conseil de parent? C'est-à-dire que même si t'es pas parent, ça m'intéresse justement de savoir, peut-être que c'est dans ton éducation parentale que tu peux trouver quelque chose à me dire, mais pour toi, qu'est-ce qui est fondamental? Je pense que tu dois avoir plusieurs réponses, mais qu'est-ce que tu retiens, même si je pense qu'encore une fois, hein, tu retiens plein de choses, mais pour toi, quelle a été la chance que t'ont donné tes parents? Un truc, tu sais, il y a essayer de penser aux autres. Pardon si ça fait un peu gnangnan, mais c'est en fait tous les parents font pas. T'as la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Intrinsèque, c'est ça me fait du bien à moi. Extrinsèque, c'est ça contribue à quelque chose et en fait qui est externe à moi. Et on a tous de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque, mais avec une pondération qui est différente selon les individus. Chez moi, elle est très très forte en extrinsèque. Tu vois, et c'est grâce à tes parents. Enfin, en tout cas, je pense que c'est largement le fruit de mon éducation. Ils m'ont dit, en fait, t'es pas là pour ta pomme, tu vois. T'es là pour essayer de servir les autres. T'es là pour essayer de contribuer. Et c'est comme ça que, en fait, assez jeune, je te disais, à l'adolescence ou après l'adolescence, je commençais à m'intéresser au parcours de vie des gens et à la notion d'injustice. Donc. Parce qu'ils t'ont éveillé à ça. Mais non, mais c'était ma question. T'as très bien répondu. Parce qu'en fait, voilà, je suis très concernée par la parentalité, parce que le harcèlement scolaire est un sujet qui me perturbe beaucoup. Enfin, quand j'ai vu ce qui s'était passé récemment, voilà, je pense que c'est important aussi qu'on remette un petit peu la parentalité et l'éducation au sein des débats actuels, parce que je trouve que c'est pas assez le cas. Par contre, loin de moi la pensée que j'ai le moindre conseil pour les parents, parce que je trouve ça extrêmement complexe. Tu veux que je dise tant que t'es pas parent, malheureusement. Clairement. Mais par contre, tu sais, un truc qui est intéressant, c'est que c'est un moment, notamment le premier enfant, c'est un changement identitaire. Et on a énormément en particulier de mamans, j'espère qu'il y aura plus de papas par rapport à ça, qui viennent faire chance juste après le premier enfant, mais
tellement, tu peux pas imaginer. Je te le signe et je te le signe. Tu démarres quand, Estelle, du coup, toi? Engagement public vis-à-vis de tous les auditeurs et toutes les auditrices. Estelle démarre le parcours chance. À quelle date? Mais il n'y a pas de problème, je veux bien, franchement, avec grand plaisir. Parce que je trouve que ça peut être même intéressant, tu vois, même quand on n'a pas besoin. Tu veux que je te dise, je crois que c'est un truc, je me permets de dire ça. Je comprends la nécessité de chance et la mission de chance. Mais je crois qu'au travers de ton parcours et de ce que tu as créé, c'est quelque chose qui est intéressant. Beaucoup de gens se remettent en question sans pour autant aller jusqu'à te demander un job. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que voilà, c'est à réfléchir. C'est pas uniquement pour changer. En fait, c'est une métaphore, c'est tu vas pas chez le dentiste pour ton hygiène buccale que quand tu as une carie. Tu vas une fois par an. Oui. En fait, l'hygiène mentale, c'est un travail sur soi. Je pense que dans 5, 6 ans, 7 ans, on aura une hygiène mentale de la même façon qu'on va chez le dentiste une fois par an. Exactement. Et ça, c'est travailler sur soi pour son bien. Les gens commencent à comprendre qu'aller voir un psy, c'est pas forcément parce que tu vas pas bien. Tout à fait. C'est parce que tu veux prendre soin de ta tête. En Uruguay, en Argentine, tu vas voir un psy tout le temps comme tu vas à la gym. Hein. Ouais, c'est ça. Et si tu vas pas voir un psy, on te demande si tu as un problème. Ouais, exactement. Ludovic, merci 1000 fois pour notre échange. C'était hyper riche et c'était vraiment chouette. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Estelle. Merci beaucoup. Et je vais pas faire de trucs bonne chance, c'est un peu naze. Donc, bonne continuation et je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Hi, I'm Bamboo HR. Yes, the actual software. Mom was a 1, Dad was a 0. And my job is to help growing businesses find and keep great people, which is really hard right now. But here's the thing. Hiring the right people the right way leads to good retention. Smooth onboarding leads to good retention. Performance management that actually works leads to good retention. Not to mention easy-to-use payroll. Retention! Try it for free at bamboohr.com.